Docteur Yohanan Manor, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vais vous poser la question de but en blanc. Est-ce que vous avez le sentiment que le 1er juillet, le plan d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, sur une partie des implantations de Judée de Samarie, sera mis en application par Binyamin Netanyahou ? Non. Alors, la question est claire et la réponse est encore plus claire. Pourquoi alors ? Tout simplement parce que pour procéder de la sorte, et selon l'accord de gouvernement, il faut que toutes les décisions, y compris celle-là, soient adoptées d'une part par les deux partis qui forment le gouvernement, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement paritaire, et deuxièmement, parce que l'un des fondements de cette... en fait, c'est le terme, la manière dont on définit cette démarche, oui, n'est pas tout à fait correcte. En fait, il s'agit moins d'annexer l'ensemble du territoire que de faire prévaloir la loi israélienne sur les agglomérations juives qu'il y a dans ces territoires. C'est ce qu'on appelle appliquer la souveraineté israélienne. C'est ça le... Ouais, donc, ça doit se faire d'une part d'un commun accord, et la position d'une des parties, à savoir celle de Bleu-Blanc, dans le gouvernement paritaire, c'est que cela doit se faire en respectant, en tenant compte, en s'appuyant sur la proposition américaine de règlement du conflit. Donc, je ne vois pas une décision dans 15 jours qui tienne compte de ces deux éléments. Ça ne paraît pas possible, c'est pas encore possible. Il va y avoir une démarche dans ce sens, une démarche qui va aussi tenir compte, bien entendu, de la décision de la Cour de justice de annuler la loi, ce qu'on appelle Chok HaAsdara, ce qui veut dire en français... La loi de régularisation. La loi de légalisation. Légalisation, oui. Et en fait, vous avez raison, on peut aussi dire régularisation, mais en réalité, c'est légalisation. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une loi qui a été votée par la Knesset il y a quelques mois, qui légalisait le statut d'habitation qui avait été construite illégalement, c'est-à-dire, soit sans autorisation, ou avec autorisation, mais sans titre. Qu'est-ce que ça veut dire sans titre ? C'est-à-dire que ça n'avait pas été fait sur des terres domaniales, c'est-à-dire appartenant à l'État, mais sur des terres privées, appartenant à des personnes privées, c'est-à-dire à des habitants autochtones palestiniens. Donc vous faites un lien entre cette décision de la Cour suprême la semaine dernière et le projet de loi ? Oui, bien entendu, je fais un lien, parce que l'intérêt de la décision de la Cour suprême, c'est qu'elle s'est appuyée sur le droit israélien, et pas sur le droit international. Autrement dit, elle a dit, du point de vue du droit israélien, faire ce que la Knesset a fait est contre le droit israélien, est contraire au droit israélien. Le droit israélien respecte le droit de propriété de chacun, et dans ce cas-là, ce n'est pas respecté. Le droit israélien respecte le fait que chaque personne a droit à un traitement égal, quel qu'il soit, et chaque personne a droit également au respect. Et ceux qui avaient une autorisation, il faut en tenir compte, ceux qui ont bâti leur maison avec une autorisation, même si elle n'était pas
alloués de manière légale, il faut en tenir compte, mais ce n'est pas une raison pour donner une prime à ceux qui n'avaient ni titre ni autorisation. Comme on dit, et sur ce point précis, c'est sur l'ensemble de la loi, du rejet de la loi, 9 des 9 juges ont donné leur sauf sur un aspect, ce dernier aspect que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le principe de non-proportionnalité. Alors seulement sur cet aspect-là, il y a eu un juge sur les 9 qui a fait des réserves. Le juge Soldberg, oui. Mais Binyamin Netanyahou, justement, lorsqu'il a entendu la décision de la Cour suprême, il a réagi en disant que c'était la preuve qu'il fallait instaurer la souveraineté israélienne sur ces implantations. Il se trompe complètement. Il fait une erreur. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est ça qui est intéressant dans la décision de la Cour de justice, de la Haute Cour de justice, c'est qu'elle ne s'est pas appuyée sur le droit international. Elle s'est appuyée sur le droit israélien. Or, justement, si on applique la souveraineté israélienne, on applique le droit israélien. Et d'après le droit israélien, c'est ce que dit vous voulez dire qu'en fait, de facto, ce droit, il existe déjà. Il n'y a pas besoin de l'instaurer. Non, je ne dis pas ça. Oui, il existe bien sûr déjà, mais il n'est pas respecté. C'est pour ça, et même la loi, cette loi-là, elle va à l'encontre de la loi israélienne. C'est pour ça que la Haute Cour de justice intervient en disant attention, surtout, faut comprendre, ça c'est un point très important et très complexe qu'il me faut une minute pour expliquer. Allez-y. La Knesset, en votant cette loi, a invoqué le droit d'Israël à, je cite, saisir des terres en situation de guerre, ou ce que ça appelle Tfissa Lochmanit. Oui. Alors, c'était la base de cette loi. La loi, donc, les gens qui ont proposé la loi et qui l'ont adoptée, avaient pour fondement qu'Israël, en tant que pouvoir de facto sur ces territoires, dans une situation qui est encore une situation problématique sur le plan de la sécurité, a le droit donc de saisir des terres. Oui, mais que dit la Cour ? C'est vrai qu'elle a un tel droit, mais ce droit, il n'est qu'à une double objet. Il ne doit avoir qu'un double objet. Soit pour assurer la sécurité, soit pour assurer le bien-être des habitants qui y vivent. Ah oui. Et évidemment que la construction de 2000 logements illégaux n'assure ni l'un ni l'autre, ni la sécurité, ni le bien-être de ceux qui y vivent. Autrement dit, et c'est là le point le plus fort dans la décision de la Cour, et qui montre bien l'importance de ne pas l'avoir fondée sur le droit international, mais uniquement sur le droit israélien. Le droit israélien n'accepte pas qu'on dépouille quelqu'un de ses droits et de ses biens. Ok. Ça, c'est clair. Donc, ce qu'a dit le Premier ministre c'est pas fondé du tout. C'est une achizat einaim. Oui, mais il y a certaines personnes, en particulier à droite, parmi les habitants juifs de Judée et de Samarie, qui diront ben oui, mais là, on est en train de nous dépouiller de nos biens à nous, puisque nous avons été installés par les gouvernements israéliens, parce qu'il s'agit, Yohanan, d'implantations comme Ofra, comme Bethel, comme Eli, sur lesquelles il y a un litige apparemment dans certains endroits. Nous sommes installés avec non seulement l'autorisation, mais avec la bénédiction du gouvernement israélien. Nous avons fait les choses en bonne foi. Et pourquoi finalement nous serions sanctionnés dans le cas précis ? Oui, c'est exact. Et la Cour tient compte de ça. Elle dit que la loi devrait tenir compte de ça. Et oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, par exemple, la différence entre... Excusez-moi. Oui. Laissez-moi expliquer. Justement, ce point a été soulevé de manière explicite par la Cour. Et sur ce point-là, elle dit oui, il faut en tenir compte. Mais en tenir compte, ça ne veut pas dire avaliser, légaliser tout ce qui n'est pas légal. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont construit sans aucun titre, ni sans aucune autorisation.
Et ils sont mis à la mettre en scène. Et un autre argument, c'est de ce que utilise la Cour, c'est de dire que lorsqu'on légalise, d'après le droit israélien, des choses, des constructions illégales, et ça peut arriver partout en Israël, ça arrive quotidiennement, on encourage, on sape l'état de droit. Mm-hmm. On sape l'état de droit pour chacun des Israéliens. Alors, donc ce n'est pas légal. D'accord. Et on ne peut pas couper à ça. Tenir compte des gens de bonne foi et des gens qui ont des titres, oui. Et au fond, c'est ce que suggère oui, là. En fait, c'est pour cela que, par exemple, le conseiller juridique du gouvernement, depuis le premier jour, avait dit qu'il ne pourrait pas défendre ce projet parce que c'est un projet de loi général qui ne prend pas le problème au cas par cas et que il y a des cas où, effectivement, comme vous le dites, il y a des... Pas au cas par cas, mais disons par certaines catégories. Voilà, la loi devrait être reprise en tenant compte de ces éléments-là. Voilà, d'accord. Alors, on est d'accord sur ce point. Je voudrais revenir un peu à la problématique de la souveraineté israélienne. Vous nous avez dit Benjamin Netanyahou n'ira pas parce qu'il n'y a pas d'accord. Oui, maintenant, il y a une autre raison pour laquelle il n'ira pas. Est-ce que c'est lié aux Américains? Est-ce qu'aujourd'hui les Américains sont refroidis par c'est pas lié aux Américains, c'est lié à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est que Netanyahou est un homme prudent. Oui. C'est un homme prudent, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup d'Israéliens l'apprécient. Pourquoi on le considère comme un bon chef d'État, un bon chef de gouvernement, plutôt? Parce que c'est une personne... C'est pas un va-t-en-guerre, on va dire. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Du moins, il l'a prouvé jusqu'à maintenant. Oui. Il sait utiliser, pour s'assurer une majorité, des éléments qui frisent la démagogie, disons. Je ne dis pas que c'est la démagogie pure, mais qui frise. Mais lui, c'est un homme qui a démontré que c'est un homme prudent qui tient compte et combien de ce qui se passe en Israël avec ses alliés d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis sont l'allié d'Israël, et il n'y a pas seulement que les États-Unis, et il y a aussi des pays qui qui ont un traité de paix avec Israël et qui ont un avis et qui lui disent. Il y a aussi d'autres pays, et la chose la plus sidérante, c'est cette interview qui a été donnée à un journal israélien par l'ambassadeur des Émirats aux États-Unis. On va en parler dans la revue de presse israélienne. Alors si vous en parlez, je vais pas en parler. On va en parler, oui. C'est quand même quelque chose d'énorme, parce que lui, il dit... attention. Attention, ne faites pas de choses intempestives, parce que vous êtes mis à l'épreuve. Nous, on pense que nous pouvons avoir d'excellentes relations avec l'État d'Israël, vu le contexte dans lequel nous trouvons, nous avons à faire face à de tels problèmes, nous pouvons travailler ensemble, mais ne trahissez pas cette possibilité. Ne portez pas atteinte à cette possibilité. Autrement dit, c'est moins une mise en garde mais je comprends très bien. Un réalisme. Parce que c'est très intéressant. Mais les choses n'ont pas changé. Yohanan, par exemple, il y a 2 ans, lorsque Trump, en fait, à la fin de 2017, lorsque Trump a proclamé Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, qu'il a promis qu'il déplacerait son ambassade, à ce moment-là également, on a dit, il y a eu des menaces venant de toutes parts. On a parlé d'une nouvelle intifada. Le jour même de l'inauguration de l'ambassade, vous vous en souvenez, il y a 2 ans, eh bien, il y a eu des émeutes avec plusieurs dizaines de morts du côté palestinien. On pensait à un embrasement véritable. Et puis après, les choses se sont calmées, elles se sont tassées. Et finalement, cette décision qui semblait tout à fait stupéfiante, elle a été admise, ou pas, plus ou moins admise, parce que, eh bien, il y a toujours des intérêts communs pour les pays du Golfe Persique, pour l'Arabie Saoudite, etc., qui sont bien au-delà de Jérusalem, bien au-delà des territoires, bien au-delà des Palestiniens. C'est par exemple la menace iranienne. Pourquoi finalement, là aussi, ça ne se passerait pas dans la même démarche? Pour répondre à votre question, il faut avoir exactement en tête les termes de la prise de position américaine. La position américaine, ça a été de reconnaître la souveraineté d'Israël
sur Jérusalem, mais sans préciser quelles étaient la délimitation précise. Mais oui. Voilà. Pourquoi ? Ils l'ont dit expressément, ils ont laissé ça ouvert à la négociation. Autrement dit, c'est aussi une des raisons, Yochanan, qui va repousser la date butoir du 1er juillet, parce qu'on ne la connaît pas encore, cette carte, et cette carte des implantations. Oui, vous avez raison, tout à fait. Mais je veux juste préciser l'élément, parce que ça, c'est un élément important. Il faut savoir qu'il y avait une situation aberrante. D'ailleurs, l'un des pays qui ont soutenu cette situation aberrante dès le début, dès 1949, c'est la France. C'était de considérer qu'Israël n'était pas chez lui à Jérusalem-Ouest. Oui. Et ils ne voulaient pas reconnaître de ce fait qu'ils en étaient encore au statut international de Jérusalem. Autrement dit, au statut séparé international. Séparé. Bon. Et donc, là, la position américaine, c'était de dire stop. Faut arrêter cette absurdité. Israël est à Jérusalem-Ouest. Jérusalem, on ne va pas préciser jusqu'où va l'Ouest, vers l'Est, c'est pas ça, mais c'est légal. Nous le reconnaissons. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu d'autres pays dans le passé. Il y a eu une époque, je pense que c'était en 68, il y avait 24 pays qui avaient leur ambassade à Jérusalem. Oui. Hein? Donc, ça montre bien que c'est pas du tout de la même nature. Hein? C'est pas de la même nature. Parce que aujourd'hui, la question de la souveraineté israélienne sur les agglomérations juives ou au-delà, ça concerne une grosse partie, c'est du territoire. Pas qui reste du territoire de Judée et de Samarie. C'est pas du tout de la même nature. C'est pour ça que je veux dire, alors, est-ce que ça va provoquer ? Oui, ça peut provoquer. Ils ont essayé de provoquer, et puis c'est tombé à l'eau. Même ceux qui étaient accrochés, soi-disant, au droit international. Hein, ceux qui pensent que c'est eux qui fixent le droit international. À l'occasion, je suis prêt à vous parler longuement de cette histoire de qui détermine le droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international dont on se gargarise, notamment au Quai d'Orsay. Parce que ça, c'est intéressant. Il faut savoir que ça aussi, c'est un point extrêmement intéressant. Bon, au-delà de cette question-là, je pense qu'il y a une situation qui s'est normalisée par l'attitude américaine de reconnaître qu'Israël était dans son pays, à Jérusalem, sans préciser jusqu'où. Donc c'était tout à fait d'une autre nature. Et il faut comprendre... Voilà, on comprend bien que, en fait, vous êtes en train de nous dire que finalement, les Américains, lorsqu'ils ont pris leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale et de déplacer leur ambassade, ils avaient déterminé, on va dire, ils avaient été clairs sur cette question, alors qu'ils le sont bien moins aujourd'hui sur la question de l'annexion ou de la souveraineté israélienne. C'est ça, c'est un peu cela. C'est-à-dire que la position américaine est une position intéressante et inédite. Il faut comprendre. Et vraiment, il faut apprécier aussi ce qui est comment dirais-je, sa spécificité et son intérêt. L'intérêt pour l'intérêt général. Elle adopte une méthode qui n'accepte pas qu'on bloque. Autrement dit, elle a mis quelque chose sur la table et ceux qui ne s'engagent pas perdent. Oui. Alors que jusqu'à maintenant, ceux qui bloquaient gagnaient. Oui. Et ça, c'est intéressant. Oui. Autrement dit, je simplifie bien sûr, mais je veux dire par là que dans cette démarche, il y a quelque chose d'intéressant, non seulement pour Israël, mais également pour la communauté internationale, et également pour le monde arabe. On ne peut pas simplement se voiler la face et faire du surplace tout le temps. Et de ce point de vue-là, je ne parle pas de tous les avantages que peut procurer la coopération et tout ça. Bon, il y a des problèmes sérieux qu'il faut régler. Mais la démarche américaine, c'est une innovation en matière diplomatique.
Eh bien, Yohanan, merci beaucoup. Il est 8h29, dans moins d'une minute, la revue de la presse et des médias israéliens qui est diffusée à la fois sur Studio Qualita et sur les radios juives à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était très, très clair et très intéressant de dialoguer avec vous. On prend rendez-vous pour une autre occasion pour parler du droit international. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Shavua Tov. Shavua Tov.